Moi, je suis Dorothée Spiller. Je suis étudiante en environnement de l'EPFL et je dirais que je commence ma carrière en tant d'ingénieur d'environnement spécialisé au Burkina en 2006, faisant d'abord un stage au 2IE sur les systèmes à lagune, puis plus tard sur des latrines, à l'époque on l'appelait Ecosan, avec le CREPA. Donc, depuis, je fais beaucoup de choses et je suis actuellement en scientifique et expert assainissement et eau à l'EAVAC. Donc, l'EAVAC, c'est en français, c'est le Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Donc, c'est un très grand institut avec plein de chercheurs de plein de disciplines autour de l'eau. Et nous avons un département qui s'appelle eau, assainissement et déchets pour le développement. Où traditionnellement, on a beaucoup travaillé aussi en Afrique de l'Est, en comparaison avec les PFL, le CREPA à l'époque, les différents centres de recherche. Et puis, j'ai été invitée par John et c'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui et de discuter sur ces différents sujets autour du WASH. J'ai aussi travaillé avec le concept de l'école bleue au Sénégal. À l'époque, c'était encore plutôt poussé par le International Wastewater Harvesting Alliance. Donc, oui, ça m'intéresse beaucoup d'apprendre de tout le monde qui est présent d'ici, quels sont les défis, quelles sont les solutions qu'ils trouvent à ces défis et comment éventuellement on peut partager des ressources qui existent ici à l'EAVAC ou autre part pour soutenir le travail de chacune et chacun. Voilà. Merci beaucoup, Dorothée. Alors, juste pour ton information, dans le cadre du consortium, il y a deux axes principaux, hein. On parle d'approches phares qui sont effectivement d'une part l'école bleue, mais d'autre part le WASH dans les centres de santé. Donc, c'est deux thématiques, on va dire, phares, de piliers. Et dans tous les cas, les projets font la promotion de l'assainissement et donc l'utilisation de latrines. Mais bon, c'est une évidence, mais malgré tout, c'est le point de départ de cette rencontre, c'est qu'on n'a pas de compétences particulières pour la gestion des boues de vidange. Et que ça soit pour les écoles bleues ou le WASH dans les centres de santé, on intervient généralement dans des zones rurales, reculées, avec des petits moyens. Donc, pas de réseau d'égout, pas de véhicules pour venir vidanger. Enfin bref, oui, on se retrouve relativement démunis. Et les deux approches qu'on utilise, que ce soit l'approche école bleue ou l'approche WashFit, c'est des approches dans lesquelles on ne veut pas être directeur. On veut laisser les acteurs se prendre en charge, décider. Mais le souci, c'est qu'on n'a même pas de conseils à leur donner. Je pense que c'est ça le fond du problème, c'est que on est, je pense, tous pleins de bonne volonté, mais il nous manque une information solide pour qu'on puisse dire aux gens, attention, ça, c'est pas safe, ça, c'est dangereux, attention, privilégie plutôt telle ou telle méthode. Donc, l'objectif de cette rencontre et puis des échanges qui pourront continuer après, c'est quelque part d'avoir des informations un peu plus claires sur comment gérer les bouts de vidange. Qu'est-ce qu'il faut pas faire surtout, par exemple. Voilà, ce qu'il faut faire, ça nous intéresse, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il faut pas faire pour qu'on ne fasse pas la promotion de choses qui sont pas acceptables. Je te propose que tu nous fasses ta petite présentation. Comme ça fera une sorte d'entrée en matière. Et puis ensuite, eh bien, ça va être un échange et une discussion ouverte. Et les gens auront la possibilité de poser des questions. Et on verra bien comment ça va évoluer. Très bien. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Très bien. Alors, c'est une présentation que j'ai préparée pour la même rencontre en anglais. Je l'ai traduit vite fait et j'ai essayé de remplacer tous les liens aussi par les liens pour des ressources francophones si possible. Et l'objectif, c'est un peu de donner, de venir du très grand, de la perspective très haute des objectifs du développement durable
sur le terrain local de nouveau et de donner quelques astuces à quoi se réparer, comment se réparer lorsqu'on veut développer des solutions locaux. Vous pouvez toujours m'interrompre ou sinon poser des questions à la fin. Donc, je commence vraiment très grande. Si je peux changer ce slide-là. Oui, je peux. Donc, au niveau global, on se répare l'objectif du développement durable 6, où on s'intéresse tout à l'eau. Et dans ces objectifs, il y a différents indicateurs. Il y a l'eau potable, il y a l'assainissement, il y a l'hygiène, il y a l'eau usée, la gestion de l'eau usée, il y a la qualité de l'eau comme ressource qu'on a besoin, mais aussi comme ressource pour la nature. On a l'efficacité, l'utilisation d'eau, il y a la gestion du water stress, il y a comment on dit, Integrated Water Resource Management, la gestion intégrée C'est le de... GIR, Oui, le gestion GIR, intégrée des ressources exactement, en oui. eau. Parfait, oui, merci. La coopération à travers les frontières, les écosystèmes, et puis il y a deux autres indicateurs qui sont la coopération internationale et les participations de communautés locales. Donc, pour mesurer si le travail qu'on fait pour atteindre ces objectifs, il y a différents organismes qui mesurent ça, et pour mesurer ça, ils proposent des indicateurs. Pour l'eau potable et l'assainissement et de l'hygiène, c'est une organisation qui travaille ensemble, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'UNICEF, et propose différents indicateurs. Qu'est-ce que c'est une gestion d'assainissement améliorée? Et il y a en fait plein de données aussi, et ça peut être intéressant. Il y a un site web qui s'appelle washdata.org. On peut regarder mondialement, mais aussi très localement, qu'est-ce que c'est la situation actuelle pour tous ces indicateurs. Il inclut l'assainissement dans les écoles ou l'assainissement dans les centres de santé. Voilà. Et si on regarde qu'est-ce que ces indicateurs nous disent, il y a différents types. Donc, il y a différents types d'assainissement. Il y a un assainissement qui s'appelle Safely Managed, donc géré en sécurité. Il y en a, Jacques, tu me corriges si je n'ai pas les bons termes techniques. Hein. Après, il y a l'assainissement basique, l'assainissement limité, l'assainissement non amélioré et comment on dit open defecation? Défécation à l'air libre. Merci, oui, voilà. Et si on regarde ça, c'est juste un graphe que j'ai fait moi-même sur washdata.org. Je pense que c'est vraiment très, très utile de jouer avec ces données, c'est hyper facile. C'est mondialement le coverage, donc le taux de couvrage, le taux d'accès à ces différents types d'assainissement depuis 2015 jusqu'à maintenant. Et puis en Australie, Asia, ici Europe, Amérique latine, et puis ici on a Afrique. Et puis on voit qu'il y a une partie qui a du safely managed, du basic, du limité, du unimproved et une partie d'assainissement, défécation à l'air libre. Oui, voilà, exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Donc, si on regarde dans ces détails, et malheureusement, là, je n'ai pas trouvé une image en français, mais je peux chercher après ces réunions, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, si on regarde sur ces définitions, la défécation à l'air libre, c'est assez clair. Non amélioré. Ça veut dire qu'on utilise des simples latrines qui sont en plateforme ou alors de hanging latrines ou bucket latrines, donc des latrines qui sont sur un cours d'eau ou un petit lac, ou alors des bucket latrines, donc ça peut être juste des seaux qu'on jette quelque part, ou dans certaines régions, pas trop rurales, mais dans certaines régions, on utilise aussi des sacs plastiques, on les jette. Et puis,
l'assainissement limité, on dit que c'est une latrine ou quelconque. Et puis, il y a seulement, c'est pas une ménage, c'est plusieurs ménages qui l'utilisent. Et puis, le basic, c'est qu'on dit que c'est une latrine améliorée qui est utilisée par plusieurs ménages. Et puis, le plus haut, la gestion en sécurité, c'est une latrine améliorée qui est utilisée par une ménage seulement et où les fessées et où la boue, ils sont soit enlevés et transportés et traités, ou alors localement disposés, rejetés en toute sécurité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une facilité améliorée? Donc, ce qu'on dit qu'une facilité améliorée ou une latrine améliorée, c'est une qui sépare d'une manière efficace les produits dangereux, donc surtout les fessées, de l'humain. Et ils disent aussi qu'il y a certains types qui correspondent à cette définition. Donc, ce sont des toilettes à l'eau, à chasse d'eau, qui sont connectées. Ou alors, ce sont des septic tanks, donc des fosses septiques ou des latrines à fosse unique, je pense on dit, single pit latrines. Ou alors des toilettes à compostage. Donc ça, c'est la définition officielle globale. Et puis après, il faut évidemment l'appliquer localement. Donc un truc, je pense, c'est très important à dire ici, et ça fait rapport à cette utilisation par une ménage ou deux ménages. Donc nous, à l'ERAC, on a fait pas mal de recherches et on se demandait, mais est-ce qu'une latrine qui est utilisée par deux ménages, mais qui est quand même qui est améliorée et en même temps gérée d'une manière durable, est-ce que c'est pas mieux qu'une latrine utilisée par une ménage, mais qui n'est pas bien gérée? Donc, on remet un peu en question ces définitions internationales, même qui sont importantes, mais je pense après, il faut toujours regarder dans le cas précis. Et puis, j'ai mis là un lien sur un paper où on donne à disposition une liste d'indicateurs, en fait, qui est un peu différente de cette liste de la WHO et l'UNICEF et qui permet de donner une référence à chacune et chacun, à savoir si une latrine, même qu'elle est partagée, ce qu'elle est le cas dans une école ou dans un centre de santé, est-ce qu'elle est améliorée ou safe ou sécure pour l'utilisation ou pas. Donc, des indicateurs sont par exemple, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'il y a la lumière, etc. Donc, je pense que c'est utile d'avoir ces indicateurs ici, je mets le lien là. Et donc, qu'est-ce que d'autre est important pour un assainissement sûr? Donc, il est nécessaire de prendre en compte pas que la toilette, mais vraiment aussi depuis la toilette, les produits, où ils vont dans une fosse. S'ils restent dans cette fosse, est-ce que c'est une fosse septique? Est-ce que c'est autre chose? D'où vont les produits durs? D'où vont les effluents? Si on a une séparation, est-ce que cette fosse, elle est étanche ou pas? Est-ce qu'il y a une perlocation? Et puis, si cette fosse, elle est vidée, mais où on amène les produits et comment on les traite et où on peut les soit disposer ou soit réutiliser matière en toute sécurité. Et également pour ça, là j'ai quelques slides qui vous donnent à disposition des outils pour comprendre mieux ces différentes étapes. Donc, le premier outil que je vous mets là sur ces slides, c'est le Compendium of Sanitation System and Technologies. Il existe bien en français, donc si vous allez sur ce lien, vous avez plein de langues, 14 langues en fait. Et dans ce petit document de 50 pages, ce que vous trouvez, c'est 9 fiches de système d'assainissement, donc des fiches qui décrivent des possibles combinaisons des différentes technologies le long de ces différentes étapes, depuis le user interface, donc la toilette,
jusqu'à la stockage local, au transport, au traitement ou à la réutilisation ou à la réjection. Donc, ça sont ces 9 systèmes types où on peut comprendre un peu mieux qu'est-ce que sont les options techniques, comment on peut les combiner. Et pour chaque technologie qui est donnée ici dans ces fiches, on a 2 pages qui expliquent qu'est-ce que c'est cette technologie, qu'est-ce qu'il faut considérer pour le construire et qu'est-ce qu'il faut considérer pour savoir si dans un certain contexte physio-géologique, économique, social, c'est approprié ou pas. Donc ça, c'est le Compendium of Sanitation Systems and Technologies. Après, il y a un autre document qui est plus récent, et là, je vois qu'on ne voit pas le titre. Voilà. C'est de l'Organisation mondiale de la santé, mais mes collègues de l'EAVAG, ils ont beaucoup contribué. Ici, on a dans ce livre, et il existe également en français, vous avez aussi des fiches techniques. Mais ces fiches techniques regardent directement des différentes combinaisons explicites et ils donnent un chapitre additionnel pour chaque technologie. Qu'est-ce que sont les mécanismes pour protéger la santé, depuis la toilette jusqu'au traitement. Et je pense c'est une très bonne ressource et document de référence pour vous. Donc, ça, c'est un très vieux slide de moi. Je l'ai quand même mis ici. Donc, si on regarde les objectifs du millénaire qui allaient jusqu'en 2015, à l'époque, on se focusait sur les toilettes. Il faut donner des toilettes pour tout le monde. Puis, avec l'objectif du développement durable, on a ajouté cet objectif 6 que je présentais au début, qu'il ne s'agit pas seulement de la toilette, mais vraiment de toute la gêne jusqu'au traitement. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent souvent d'aller encore une étape plus loin, y inclure un mécanisme de récupération des ressources, soit des ressources en eau, des ressources en nutriments, en organique ou même en énergie. Et pour ça, en fait, comment on peut le faire en toute sécurité? Et de nouveau, il y a un guide international qu'on peut trouver et je trouve toujours très utile, même qu'il est de 2005. Ce sont 4 livres rédigés par beaucoup d'experts et publiés par l'Organisation mondiale de santé. Et ces 4 guides, ils donnent vraiment des tableaux et des références très précis, quoi faire et quoi considérer si on va réutiliser quelque chose. Donc, par exemple, et de nouveau, ça c'est en anglais, mais ils existent tous en français. J'ai mis le lien ici sur le slide, sur les versions en français. Donc, il y a un guide, et je pense que c'est le plus important pour vous, c'est le volume 4, l'utilisation en sécurité des excréta et des eaux grises. Donc, eau grise, c'est tout qui ne contient pas des fessées ou des urines, donc qui a potentiellement moins de dangers de santé. Donc ici, par exemple, il y a un tableau qui dit très clairement si on veut utiliser des excrétas ou des boues au niveau de la municipalité ou de ménage dans l'agriculture, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr qu'on n'ait pas des E. coli, qu'on n'a pas des ascaris, qu'on n'a pas des protozoa, des virus parasitiques. Et puis, par exemple, il y a un critère, c'est qu'on le stocke 1,5 à 2 ans, à une température entre 2 ou à 20 degrés, ou s'il fait plus chaud, il faut le stocker plus qu'une année. Et puis, on peut aussi travailler sur le pH pour augmenter ou minimiser le temps de stockage. Donc, ça, c'est juste un exemple d'un tableau, mais il y en a plein de ces tableaux dans ce volume 4 de l'OMS. Et puis, pour différents traitements, technologies de traitement aussi,
qu'est-ce qu'il faut considérer pour réutiliser des bouts, et je trouve très utile. Donc, je pense que c'est mon dernier slide. Après, il y a encore plein, il y a plein de ressources dans l'Internet, mais ça, c'est encore 3 que je trouve très utiles. Une, c'est un guide qui regarde que les technologies de réutilisation. Il faut avouer que beaucoup de ces technologies sont un peu high-tech et pas trop testées en pratique, mais quand même, ça donne une inspiration. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire avec les produits qu'on a des latrines? Après, ça, c'est un guide qui est un peu plus vieux, de 2006, mais je trouve aussi très utile, qui donne des technologies, maintenant, on ne parle pas des latrines, mais vraiment aussi sur l'eau grise, parce que c'est une ressource, surtout dans les écoles, qui est peu polluée, qui a le potentiel d'être réutilisée. Et puis, ça, c'est aussi un document très, très, très ancien de 2004, mais il est encore valable. Là, ce document, il parle explicitement de l'utilisation de l'urine dans l'agriculture. Donc, si on a des urinoirs ou même des toilettes à séparation, parce que l'urine, il faut savoir qu'il ne contient pas des pathogènes normalement, mais 99% de tous les nutriments des aliments qu'on mange, on le recrète sur l'urine. Donc, on a vraiment un gros potentiel de faire un système circulaire avec la production locale agricole. Et aussi sur l'utilisation des fessées. Et puis, j'ai aussi une vidéo que je ne vais pas montrer ici, mais vous pouvez regarder la publication. C'est un outil de la WHO qui s'appelle Sanitation Safety Planning. Donc, si on combine maintenant tout ce que je vous racontais, qu'on regarde ces différentes étapes le long de l'assainissement de la toilette jusqu'à la réutilisation, et on s'est questionné quelle technologie on y met, comment on les combine. Si on veut avoir ou aller une étape plus loin, on peut utiliser cette manuel Sanitation Safety Planning. Malheureusement, je n'ai pas trouvé en français, qui propose une procédure très systématique pour définir des mesures de contrôle d'hygiène sur chaque de ces étapes. Puis voilà, c'est ça. J'espère que vous êtes tous Merci. avec moi. Oui, OK. Personne n'est parti, ne t'inquiète pas. Merci, Dorothée. Alors, John avait posé une question pour savoir si les 3 documents que tu nous avais montrés sur ton avant-dernière diapositive existaient en français. On ne t'entend pas là. Oui, OK, je vais ajouter les liens. Pas le premier, mais le Grey Water et l'utilisation d'urine, ils existent en français. Je vais mettre les liens. Ouais. Parfait. Alors, effectivement, il faudra que tu partages cette présentation pour que les collègues puissent utiliser le lien en question. Merci. Ça montre et ça fait un lien direct avec ce qu'on veut dire à travers cet échange aujourd'hui. Ça montre qu'il existe de la documentation, qu'il existe des choses solides sur lesquelles on peut s'appuyer. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très important dans ce que tu as dit, c'est mesurer. Parce que si on dit aux gens, voilà une façon de faire qui est correcte, en fait, on ne sait jamais dans quel sens, enfin, dans quelle mesure on est certain que c'est vraiment, vraiment correct. Et c'est important d'avoir des possibilités pour mesurer et se dire, oui, ça marche, ou bien non, ça marche pas. Alors, je ne sais pas comment on pourrait avancer maintenant dans la suite de la réunion. Peut-être que dans un premier temps, on pourrait laisser la parole aux participants s'ils ont des questions. Et puis ensuite, on verra comment ça évolue et dans quel sens la conversation va. Je vous laisse prendre la parole si vous voulez poser une question à Dorothée. Euh, Jacques, je veux prendre la Oui, parole. vas-y, Woroku. Oui, vas-y, Woroku. Voilà. Bon, habituellement, nous, on dit merci beaucoup pour la présentation. Et voilà. Moi, j'ai été vraiment intéressé parce qu'il y a eu une notion qui est ressortie ici, la notion de partage de latrines et cette affaire de améliorer. Parce qu'effectivement, au Burkina, on a cette situation où les latrines partagées ne sont pas acceptées. Et donc, dès qu'elle est partagée,
on trouve qu'elle n'est pas améliorée. Et elle n'est pas admise pour pouvoir déclarer un village fédal. Et pourtant, on pensait que déjà, c'était bien que la latrine soit partagée. Parce qu'il y a un quota de 10 personnes maximum pour une latrine. Mais même si elle est partagée par 5 personnes, 2 ménages qui font 5 personnes, c'est déjà exclu. Et moi, j'ai aimé le fait que cette question que j'avais dans ma tête revienne. Est-ce qu'il ne faut pas redéfinir les choses? Parce que c'est mieux d'avoir une latrine partagée et bien utilisée, bien entretenue que... Voilà. Et ma question, ça c'était vraiment une remarque, un truc que je vois là. J'avais une question par rapport à... Pour moi, cette présentation allait peut-être me dire si je dois vidanger des latrines scolaires ou de centres de santé, combien de temps je devais avoir pour pouvoir les utiliser ou les réutiliser. Je suis conscient que dans tous ces documents présentés, on a la réponse à toutes ces questions, mais il faudrait aller fouiller. C'est un autre travail. Ici, au Burkina, on est dans le centre rural, on est dans le milieu rural. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser des vidangeurs, c'est des vidangeurs manuels? Qu'est-ce qu'on pense de ça, la vidange manuelle? Quelles sont les précautions qu'on peut prendre pour sécuriser ces personnes qui font la vidange manuelle? C'est ça ma question. Merci, Woropi. C'est une excellente question. J'ai envie de dire, c'est la question. Et peut-être juste pour que Dorothée soit informée, en fait, la majorité des latrines que l'on a, que ce soit dans les lieux publics ou que ce soit des latrines au niveau des ménages, ce sont des latrines à une fosse. Donc, fesses et urine vont tous au même endroit. Souvent, d'ailleurs, les gens se lavent. En tout cas, dans les latrines au niveau des ménages, il y a aussi de l'eau de lavage anal et même des fois, malheureusement, de l'eau de lavage, tout simplement. Ce qui fait que, voilà, c'est pas génial en termes de fonctionnement. Mais voilà, c'est ça que l'on a. Et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des informations sur comment on pourrait vidanger de façon simple une latrine et puis gérer ces excrétas et urines mélangées? Tu es muted. Je ne sais pas si tu m'as entendu, mais c'est à toi la parole. Oui, merci. Pardon, j'étais en train de chercher encore des documents. Alors, première question, j'ai mis des liens là dans le chat sur le partage des latrines. Donc, nous, on a vraiment fait une recherche très détaillée ensemble avec des partenaires au Bangladesh, Kenya et Ghana, et avec le NADE, c'est un institut qui se fait la recherche pour le développement et la DDC à l'ETH. Et pour trouver des indicateurs à quel point on peut dire une latrine partagée, elle est gérée à toute sécurité. Premier indicateur, c'est l'accessibilité de l'eau dans les proximités pour lavage anal, mais aussi surtout pour lavage des mains. Deuxième indicateur, c'est à quel point elle est propre et entretenue propre. Le troisième indicateur, c'est à quel point il considère les besoins des femmes et des autres groupes vulnérables. À quel point on peut, c'est un indicateur rigolo, mais à quel point il y a aussi l'eau pour chasser les fessées si c'est en fosse septique. La lumière, j'ai déjà mentionné. Puis, est-ce qu'il y a une clé? Je pense que c'est très important pour des latrines partagées, pour des raisons de sécurité. Et avant une clé, est-ce qu'il y a une porte tout d'abord? Et est-ce qu'il y a une clé? Après, s'il y a un toit, est-ce qu'il y a une possibilité de laver les mains? Et est-ce qu'elle donne assez de privacité? Donc, il n'y a pas de trou, on ne peut pas regarder dedans. Et puis,
Est-ce qu'elle est accessible en toute sécurité? Donc, l'objectif, je ne sais pas, au Burkina, je ne connais pas la législation. Une chose, c'est les gens, ils n'acceptent pas les latrines partagées. Et l'autre chose, c'est l'État qui n'accepte pas les latrines partagées. Mais dans les deux cas, je pense de faire expliquer aux gens qu'est-ce que fait une bonne toilette avec la lumière, avec tous ces différents éléments. Ça permet de sensibiliser pour réfléchir de nouveau qu'est-ce que c'est vraiment une bonne toilette ou pas. Pour la deuxième question, c'est le vidange manuel. Après, je ne sais pas à quel volume ils ont ces fosses. Est-ce que ces fosses, ils sont étanchifiés ou est-ce qu'il y a une percolation des liquides en dessous? Si une fosse est étanchifiée, il y a l'avantage que les bouts, ils restent très liquides, plus ou moins. Des fois, ça fait un peu une couche dure en dessus, mais s'il y a encore assez de liquide, évidemment, ça se remplisse plus rapidement. L'autre part, on peut, et puis là, je vais vite partager mon écran encore. L'autre part, et ça c'est Compendium que je mentionnais tout à l'heure, Compendium des systèmes et technologies d'assainissement. L'autre part, si c'est liquide, il existe tout à fait des outils, et comme par exemple le Gulper, est-ce qu'on dit ça en français? Ouais. Par exemple, celui-là, c'est un outil qui peut être produit localement, qui permet en fait de vider une fosse semi-manuelle. Donc, pas avec un camion, un vidongeur, mais pas avec une pelle, disons. Et ça a été testé pas mal, je pense, dans l'Afrique de l'Est. Je ne sais pas à quel point dans l'Afrique de l'Ouest, mais il y a une fiche technique là-dessus. Et puis, sur cette image, on voit joliment aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les gens. Donc, il faut une masque parce qu'il y a beaucoup de gouttelettes qui partent lors de cette opération. Il faut des gants, il faut des bottes et aussi une combinaison des habits. Et ça, il faut pour travailler. Et puis, il faut un endroit où on se change après, avant d'aller à la maison ou autre part, où on laisse et on peut nettoyer ses habits de protection contaminés et se rechanger dans des habits normaux pour retourner à la maison après le travail fait. Et puis après, évidemment, la prochaine étape, imaginons qu'on vide les bouts dans des containers comme ça, et on les transporte quelque part. La grande question, où on les transporte? La pratique qui est souvent utilisée de les vider dans ces champs directs ou de les vider dans le prochain étang ou quelque part dans des déchets. Et ça crée évidemment beaucoup de problèmes de santé. Et ces différentes références que je vous ai données, surtout le document vert qui existe aussi en français de l'OMS, il donne des directives comment on peut déposer ces bouts d'une manière sécurisée. Donc, le plus facile, c'est d'avoir, je pense, le climat du Burkina, il permet bien d'avoir une déshydratation solaire. Donc, il s'agit d'avoir désigné un endroit de terrain où on peut déposer ces bouts. Et cet endroit, il devrait avoir une protection pour qu'on ne joue pas dedans ou on court dedans, etc. Mais qu'il y a une déposition de ces bouts. Le plus facile est d'avoir deux. Donc, on dépose une fois là. Et puis, on laisse pour, je propose une année, mais si c'est vraiment sec, on peut aussi utiliser avant. Et pendant une partie sèche, on dépose sur l'autre lit. Et puis, comme ça, on peut atteindre les indicateurs qui sont donnés pour l'OMS. Ouais. Ça répond aux questions? Super. Je ne vous vois pas, donc. Oui, bon, ça répond aux questions. ça Excuse-moi, répond. Hugo, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Mais tu te rends compte, s'il faut attendre un an
Donc, on va faire ça coûte de l'argent pour faire un bac de réception. Et s'il faut attendre 1 an pour pouvoir l'utiliser, ça veut dire que si quelques mois ou quelques semaines après, il y a encore de nouvelles vidanges, il faut faire à nouveau un nouveau bac, on ne s'en sort pas. Ou alors, si on vient recharger sur le premier bac, si c'est 2 semaines ou 3 semaines après, le compteur revient à 0, il faut encore attendre 1 an. Ou bien, Maintenant, là, en 2 minutes, je ne peux pas faire les calculs. Mais non, l'idée, c'est d'avoir 2 lits alternés. Donc, on utilise un en contenu, pendant l'autre, il est séché. Et puis après, on échange après 1 année. ah d'accord, comme les fausses, Ouais. comme les Oui, comme doubles les fausses fausses. d'une latrine. Ouais. Donc, Double voilà, face. donc pendant 1 an, on remplit un premier bac, et puis après, on arrête, et après, on travaille sur le second. D'accord, pardon. Ouais, vous allez Muruki, est-ce voir, que ça... pardon. Oui, Oui. mais évidemment, le Oui. grand problème, c'est où on pose ces bacs. Hein. Est-ce que les gens ils veulent l'avoir dans leur jardin? J'imagine pas. Est-ce que le terrain vaut trop cher pour même avoir la surface? C'est des questions qui sont importantes. Ouais. Oui, je voulais revenir aussi sur le fait, est-ce que finalement, nos types de latrine VIP double force avec ce système alterné, si elle est bien utilisée et bien fermée hermétiquement, parce que là, je me rends compte que nous, on parle de la fermer et d'attendre 1 année. Mais maintenant, on parle il faut aussi la laisser déshydrater et essayer de... Est-ce que finalement, ces forces-là répondent un peu à ce que vous dites? Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, on a des types de latrines. Ouais, ouais, je Généralement, comprends. voilà. Ouais, je pense qu'il faut que je vous montre quelques images de plus. Pardon. Parce que je pense que je vous ai plus qu'autre chose. Donnez-moi 1 seconde. Si je trouve ça. Alors, moi, je parlais d'une fosse, simple fosse qui est vidée. Et je parlais des lits de séchage après. Un endroit centralisé où peut-être on a vidé plusieurs fosses en même temps. Ça, je parlais de ça. Après, les fosses, les doubles fosses ventilées, les VIP, c'est certainement une très bonne solution où on n'a pas besoin de ce lit de séchage. Si on a les moyens et le terrain et le matériau pour construire des fosses ventilées, des doubles fosses ventilées, je trouve que c'est dans les milieux ruraux une meilleure solution. Ouais. Tu peux, Dorothée, nous donner le mode d'utilisation de la double fosse ventilée, en tout cas les délais qu'il faut attendre et les éventuelles préparations de la fosse avant de la fermer? Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, donc, mon partage d'écran. Alors, évidemment, il y a... Alors, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. c'est très bon. D'accord. Alors, il y a différents systèmes. Donc, il y a la fosse sèche, sans production de boue. Donc, c'est une sorte de fosse où, en fait, elle n'est pas complètement étanchifiée. Et puis, il y a une percolation du liquide. Donc, à la fin, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qu'on peut directement prendre et mettre sur le vent. Et après, il y a la fosse où c'est un peu plus liquéfié. C'est un autre design. Si je trouve maintenant ça dans la version française. Désolée. Vu que je ne savais pas exactement. Écoutez, ce que je vais faire, je vais aller sur le online version. Elle n'est pas complètement la même chose comme la version en PDF parce qu'elle est faite pour les situations d'urgence, donc les camps humanitaires, mais toutes les technologies sont dedans aussi. Alors, il y a les VIP. C'est là. Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 fosses comme ça. Et vous avez là différentes considérations.
et vous avez le fonctionnement d'entretien. Donc, ici, on ne donne pas de chiffre combien de temps il faudra garder une fosse fermée ou l'autre fosse ouverte, parce qu'évidemment, ça dépend un peu de l'humidité, du pH, etc. Mais l'OMS, ils disent que si on a le temps d'attendre une année, et si c'est vraiment une fosse, une partie du liquide qui s'écoule, normalement ça suffit, on garde une fosse fermée une année. Voilà. Et on utilise l'autre, et après, l'autre est rempli après une année, on peut maintenant prendre le matériel et l'amener au champ. C'est ça. Et l'autre technologie, c'est la fossa alterna. Non, alors il faut que je retourne dans ce document-là. Où en fait, désolé, voilà. Là, en fait, vous avez une description aussi de l'utiliser tout en détail. Vous voyez un peu, hein, ça bloque chez mon écran. Moi, je ne vois pas. Hein. Fosse alternat. Et d'ailleurs, je n'ai pas bien compris Vous qu'est-ce voyez que ça pas? voulait dire. Là, il y a des références, avantages et inconvénients, mais je ne vois Ah, pas de ok. dessin. Vous voyez pas de dessin. Ouais, c'est bloqué chez moi, je ne peux plus bouger les documents. Donc, on laisse reposer mon PDF à un moment. Donc, l'idée, c'est la même, c'est juste que c'est vraiment, c'est construit, les fosses, ils sont construits de manière très basique et une plus grande effluent qui se liquéfie. Et puis, ce qu'on peut aussi faire souvent, c'est de mettre en fait un arbre sur la fosse après qu'elle a été remplie. Et au lieu de la vider, de laisser pousser un arbre dessus et puis créer une nouvelle fosse. Alors, Mais ça, c'est ce qu'on appelle. je pense, si vous regardez ce document dans le compendium, c'est mieux expliqué que je peux expliquer maintenant sur le coup. Et puis, nous avons aussi des vidéos qui expliquent les différentes technologies. Et je peux ajouter ce lien sur les vidéos dans le document, dans le PowerPoint, si vous voulez. Je voulais revenir sur ce que l'on vient de dire. Tu parlais de fosses dans lesquelles une partie des liquides quitte la fosse et s'infiltre dans le sol. Et après, tu disais grosso modo un an, à peu près un ordre de grandeur. Mais j'ai quand même l'impression que la majorité des fosses, des latrines VIP que l'on construit sont relativement étanches. Je me rends pas Oui, compte, mais ça c'est un j'ai quand même VIP. l'impression qu'il y a, voilà, j'ai l'impression Les qu'il y aura VIP, beaucoup de c'est liquide. étanche. Oui, les VIP, c'est étanche. Et les fosses alternas, c'est pas étanche. C'est ça la Voilà. différence. Alors, si on est dans le cadre de latrines à double fosse, mais avec des fosses relativement étanches, sachant qu'il risque d'y avoir pas mal d'eau, parce que les gens utilisent une bouilloire pour se laver souvent, et peut-être même dans certains cas, ils viennent se doucher, et donc il y a l'eau de lavage qui descend dans la fosse. Quand la fosse est pleine et que c'est relativement liquide, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de fermer et d'ouvrir la seconde? En quel sens, quelle précaution vous le Est-ce prendre? qu'il faudrait mettre de la cendre, par exemple, pour chercher à diminuer et à favoriser la minéralisation? Ou bien, je ne sais pas, moi j'ai l'impression que si on ferme une fosse qui est très liquide, il va falloir attendre plusieurs années pour que tout soit minéralisé, non? Ouais, certainement. C'est pour ça que c'est très difficile de donner des directives générales. Il faut toujours regarder dans le contexte local qu'est-ce que c'est vraiment le matériau, la condition, le climat. Est-ce qu'il y a une infiltration aussi d'eau, des fois de l'eau souterraine? Si c'est complètement étanchifié, non, il n'y a pas ce problème. Mais le OMS, le document, il propose de mettre effectivement, par exemple, des cendres, c'est ça que je montrais dans le tableau, pour travailler sur le pH. Il y a aussi des autres matériaux qu'on peut utiliser
pour travailler sur le pH, parce qu'en élevant le pH, on a une réduction des pathogènes plus rapide. Aussi, la chaux, on peut utiliser dans certaines circonstances. Et puis, je veux dire, on peut imaginer tout le processus si on veut. Et aussi l'option de mettre des parties de bois, par exemple, ou carrément essayer de y avoir une vermicompostage. C'est aussi des technologies qui sont proposées. Mais donner des directives sans savoir exactement qu'est-ce qu'on a devant soi et sans pouvoir prendre des mesures, c'est un peu difficile. Donc, je pense que si vous avez vraiment dans un pays une compréhension très claire, qu'est-ce que sont les conditions, qu'est-ce que sont les technologies, ça fait sens de réfléchir et peut-être avoir une guide locale qui se base sur une évaluation plus développée des contenus de ces fosses et des conditions climatiques et donner une liste des mesures à faire. Ouais. Je pense que ça fait sens. Je peux partager l'expérience du Togo. Vas-y, Rigobert. Par exemple, dans le standard national en matière de latrines, les latrines VIP sont souvent recommandées pour les écoles. Et là-dedans, l'intérieur, c'est-à-dire que le fond de la fosse n'est pas étanche. Donc, dans notre recommandation nationale, le fond de la fosse n'est pas étanche pour permettre l'humidité, pour éviter que la fosse soit très humide, très liquide au moment après l'utilisation. Donc, les fosses VIP en milieu scolaire, le fond n'est pas humide, ce qui fait qu'à la fin de l'utilisation, on a, comment on appelle, le contenu qui est un peu sèche, ce qui facilite la fermeture de la fosse. Et la norme recommande aussi les durées de 9 mois à 1 an, comme c'est dit ici, mais le contenu n'est pas souvent liquide. Parce que généralement, c'est recommandé comme ce n'est pas les papiers, tout ce qui est biodégradable, les papiers de nettoyage anal souvent sont envoyés dans la fosse, ce qui fait que le contenu n'est pas assez liquide que ça. Donc, ce qui facilite la minéralisation après la fermeture. Merci, Rigobert. Est-ce que c'était une question de John? Est-ce qu'il y a dans les participants des gens qui ont déjà fait des vidanges et qui pourraient nous faire part de leur expérience? Oui, prenez la parole, Firmin. Ouais. OK, merci beaucoup. Et je crois que dans notre cas, nous, et comme Jacques le sait, la dernière, et nous avons élaboré une petite stratégie pour améliorer donc la gestion des latrines au niveau des écoles et surtout dans le cadre de l'école bleue. Jacques l'a bien dit, c'est aussi à côté de la réflexion que nous menons dans le cadre de la promotion des latrines familiales Lowaté à l'AFIA, qui est un modèle de latrine qui a commencé par prendre, mais on réfléchit déjà à comment faire pour pouvoir assurer la vidange, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire des bouts, parce que c'est dans une perspective de valorisation aussi de ces bouts. Pour ce qui concerne les latrines en milieu scolaire, c'est exactement ce que le collègue du Togo vient de dire. C'est ça que nous avons aussi au Bénin. C'est des fosses alternées, mais le fond n'est pas sèche. Tout dernièrement, il y a en janvier, nous avons conduit une première expérience donc, de réhabilitation de latrines. Vous allez dans des écoles où on a des blocs, plusieurs blocs de latrines abandonnés parce que mal utilisés ou bien dès que c'est rempli. Et donc, ça s'enligne comme ça. Et on recherche à chaque fois des partenaires pour en construire de nouvelles plutôt que de vidanger, alors que c'est prévu que ça doit être vidangé. Donc, on a élaboré cette stratégie avec l'appui de Jacques. Et nous avons commencé par mettre en œuvre. Nous avons fait l'expérience dans 4 écoles dernièrement, où nous avons réhabilité 12 blocs de latrines à pratiquement moins de la moitié du coût de réalisation pour chaque bloc. Donc, et nous avons, pour une première fois, effectivement, réalisé la vidange. Quand on est arrivé dans ces écoles, les directeurs
et qu'on le disait, ils ne savaient pas, ils n'imaginaient pas qu'on puisse vidanger. Et si j'envoie les photos, 3 semaines après, les blocs, les latrines réhabilitées sont devenus complètement neuves. On a vidangé complètement. Et les bouts qui sont sortis, comme le collègue l'a dit, c'est des bouts qui sont presque sèches déjà. Et on a eu même une difficulté parce que dès que la vidange a commencé par être faite, les populations, parce que c'est un milieu rural, les populations ont commencé par s'y intéresser. Nous, on réfléchit à comment faire pour pouvoir promouvoir, pour montrer aux gens qu'on peut réutiliser. Mais il y a des habitants qui s'y sont intéressés avant même qu'on ne commence pas à travailler avec eux sur cette situation. Et on a dû se dépêcher pour faire enterrer comme on a prévu ces bouts-là parce qu'on n'était pas encore assuré que ces bouts sont complètement hygiénisés, que c'est indemne de risques sanitaires. Dans les écoles où l'approche école bleue était déjà en train d'être développée avec les jardins, les enseignants aussi, dès qu'ils ont vu ces bouts complètement sèches, c'est presque du sable, et certains ont vu rapidement qu'ils peuvent déjà amender les jardins avec, et ont voulu se dépêcher pour pouvoir prendre. Nous avons dit non, on arrête, parce que nous avons commandité une étude pour pouvoir véritablement voir comment est-ce que ça doit se faire avec toutes les précautions d'hygiène pour pouvoir valoriser et utiliser véritablement ces bouts-là dans de meilleures conditions. Et donc, dans la perspective de développer un petit business aussi dans ce domaine-là, pour la valorisation, parce que nous sommes dans un milieu où il y a la production maraîchère qui est très développée dans la Liborie chez nous. Et donc, on s'est dit que ça peut intéresser donc ces acteurs-là. Et on est en train de réfléchir à comment mettre en place une petite expérience pour développer cette chaîne de valeur-là. Donc, ces bouts, on les a enterrés d'abord. Et comme on l'a dit, c'est dans une perspective de voir d'ici 6 mois, 8 mois, 9 mois, comment les déterrer pour les réutiliser, en attendant d'avoir les résultats de notre étude qui va être commentée, qui va être exécutée par des experts dans le milieu pour nous dire le process, définir des process, des protocoles clairs pour l'hygiénisation, pour la réutilisation, et voir comment avec nos acteurs, les micro-entrepreneurs, les maraîchers et autres, essayer de mettre en place un petit business, une petite chaîne de valeur sur la production et la réutilisation de ces bouts. Donc, c'est ce que nous avons fait. L'expérience a été intéressante et nous sommes en train de lancer actuellement une deuxième vague de réhabilitation qui va concerner encore 21 cabines de latrines dans 6 écoles. Vous imaginez, dans 6 écoles seulement, on a 21 cabines de latrines abandonnées. Chaque cabine, c'est 21 blocs de latrines dans 6 écoles. Et chaque bloc, c'est 4 cabines de latrines. Donc, et tout ça a été abandonné. Et les communautés, les enseignants, les élèves n'avaient pas de latrines et attendaient que quelqu'un vienne réaliser d'autres latrines. Et comme je le dis, il y a ce gain de coût et même de temps. En 3 semaines, on a réhabilité, remis à neuf complètement les latrines à deux fois moins, c'est-à-dire la moitié du coût de réalisation carrément. Et je crois que c'est une expérience qu'on est en train de vouloir véritablement densifier pour pouvoir documenter si on arrive à conduire ça jusqu'à terme. Merci beaucoup. Merci à toi, Firmin. C'est très encourageant. Merci, Firmin. Et ça montre que voilà, si les gens trouvent leur intérêt, il n'y a même pas besoin de faire trop de promotion pour faire des choses qui intéressent les gens, bien évidemment. Est-ce qu'on peut partager d'autres expériences? Est-ce qu'il y a parmi les autres participants des gens qui ont déjà fait des vidanges de latrines? Oui, Oui, moi, au niveau de Kolokani, dans le cadre des écoles bleues, c'est Pascal. Il y a aussi Pascal à Kolokani, le projet Sawel. Donc, l'année dernière, nous, au niveau des écoles bleues, parce que nous intervenons dans 3 écoles, l'année dernière, nous avons fait procéder à la vidange de 10 latrines dans 2 écoles. Également, cette année, c'était la même chose. En tout cas, véritablement, le souci qu'on a rencontré d'abord, c'est les vidangeurs. Parce qu'au niveau de Kolokani, qui est une zone rurale, il n'y a pas de vidangeur. Il a fallu chercher un vidangeur au niveau de Bamako, parcourir plus de 100 km pour venir faire les vidanges. C'est assez coûteux quand même. Mais en tout cas, ça nous a permis quand même
de vidanger au moins l'année dernière 10 et cette année 10 également au profit des élèves et des maîtres. Le souci également, c'est le dépôt. Où est-ce qu'il faut déposer la vidange, les boues? Donc, au niveau de Colocani, on a un peu réfléchi là-dessus. N'ayant pas assez d'expérience là-dessus, en tout cas, on a jugé nécessaire de les déverser au niveau des champs. Donc, on a déversé, mais tout en sachant quand même que en les déversant dans les champs, c'est pas aussi protégé et ça pouvait se propager. Donc, on était en train de réfléchir de toutes les façons à trouver un moyen plus efficace, comme le collègue venait de le dire, de l'enterrer, peut-être pour éviter la propagation et tout cela. Et je pense que les explications qui viennent d'être données vont nous servir quand même dorénavant pour mieux utiliser la boue après les vidanges. Voilà, merci. Pascal, tu peux nous dire un peu dans quel état étaient les boues? Est-ce que c'était déjà bien minéralisé et ça faisait longtemps qu'elles étaient pleines, ces latrines? Oui, ça fait longtemps que, effectivement, vous l'avez dit au départ, ici, c'est des latrines mélangées où il y a les urines, il y a aussi les fesses. Donc, c'était en quelque sorte assez liquide. Donc, voilà, c'est ce qui fait le gros du problème parce que déverser cela dans les champs en espérant que ça va se transformer en compostage, tout cela, et à combien de temps ça va prendre. Voilà, c'était ça un peu le souci. Merci. Alors, déjà, ce qu'on peut une question dire... si je peux, Jacques. Vas-y, je t'en prie, John. Désolé. Quand on dit dans les 2 derniers exemples, on a vidangé, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Est-ce que c'est les projets qui ont procédé à trouver quelqu'un à faire le vidange ou est-ce qu'on a travaillé avec les acteurs du système pour qu'ils puissent mettre quelque chose en place pour le faire eux-mêmes? Merci. Oui. Merci. Dans le cas du projet Sawel, c'est chaque année, avec les acteurs de l'école, nous faisons un plan d'action des activités qui vont être réalisées. Et c'est dans ce plan d'appui pour effectuer la vidange de cette latrine-là. Que c'est en concert avec les acteurs des écoles que nous avons convenu, contracté avec un vidangeur au niveau de Bamako qui est venu faire le travail. Et c'est le projet qui a assuré les frais. Voilà. OK. Merci. Et pour le cas du Bénin, c'est un peu pareil. En fait, comme j'ai dit, dans le cadre de notre POA, nous avions des constructions de latrines pour des écoles qui en avaient besoin. Mais dans ces écoles, nous avons vu que plutôt que d'aller construire, c'est celles qui existent qu'il faut chercher, qu'il faut plutôt réhabiliter. Donc, comme je l'ai dit, avec le coût que nous avons prévu pour un bloc de latrine, on pouvait faire 2. Donc, nous avons contracté avec des entrepreneurs et dans le marché de l'entrepreneur, il y a la vidange de la fosse. Pour le faire, ils ont cherché sur place des vidangeurs manuels qui sont venus faire. Comme je l'ai dit ici, les boues sont complètement sèches déjà. Mais l'expérience nous a permis, et ça rentrait déjà dans le plan d'action qu'on avait élaboré, de réfléchir à la valorisation des boues. L'expérience nous a permis de voir encore un peu plus l'intérêt. Et donc, nous avons commandité une étude maintenant pour voir comment est-ce que nous pouvons conduire avec les acteurs, nos micro-entrepreneurs, les maraîchers et les autres acteurs du système, les agriculteurs et tout, une petite expérience pilote de production, de vidange, avec donc des vidangeurs, de valorisation, d'hygiénisation, de valorisation des boues, de réutilisation donc par les maraîchers et mettre en place une petite chaîne de valeur donc pour que ce service-là, ce nouveau service rentre dans notre paquet de produits et services d'hygiène et d'assainissement améliorés. Donc, c'est cela. Merci beaucoup. Merci. Merci Firmin, merci Pascal et John. Moi, j'ai quand même l'impression que finalement, on se retrouve face à 2 cas qui sont assez différents. Vous voulez vidanger la latrine parce qu'elle est pleine, soit les fesses sont déjà suffisamment minéralisées parce que la fosse n'était pas étanche. Et donc, j'ai envie de dire, les choses sont assez simples, c'est pas très compliqué puisque a priori, il n'y a plus beaucoup de pathogènes et a priori, c'est quasiment direct
qu'on peut l'utiliser. Ou alors, la fosse est relativement liquide, il y avait une certaine étanchéité, enfin, les produits dans la fosse sont relativement liquides, il y avait une certaine étanchéité, et là, on est face à un sacré problème. On fait quoi? Dorothée, je te laisse répondre. Ouais, exactement, c'est la bonne question d'ailleurs, tu vois. Donc, moi, pendant ce temps, j'ai quand même mis les images parce que je pense qu'il y a une confusion. C'était trois types de latrines que moi, je mentionnais, mais je pense, Jacques, tu les as bien résumés. Il y a ça qu'on appelle une VIP. Une VIP, par définition, après, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, se trouve sur le train. Il y a plein de variations. Par définition, elle est plutôt étanchifiée, donc quand il y a une boue liquide, soit on a cette fosse alterne. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des liquides. On est dans le milieu rural avec une faible densité, pas de problème d'infiltration dans la nappe qui est utilisée pour l'eau potable. Donc là, on a quelque chose qu'on appelle pit humus, donc quelque chose qui n'est pas assez utilisable directement après une année. S'il y a vraiment eu une décomposition, comment vous l'appelez, minéralisation qui a eu lieu. Et la troisième option que je mentionnais, c'est le fill and cover ou arbalou, où on déplace la fosse, on y mettra un arbre. Après, si vous avez une double VIP et vous la videz, et c'est vraiment une boue qui est encore très liquide, mais si c'est une boue qui est liquide, ça indique que c'est quelque chose qu'on appelle fecal sludge en anglais. Et puis, il faut admettre que c'est encore très, très peu connu. Comment caractériser une fecal sludge, parce que ça dépend d'énormément de choses. Comment c'est vraiment la constitution, est-ce qu'il y a eu une dégradation quand même anaérobique ou aussi un peu anaérobe, parce qu'il y a quand même eu un peu de lixification ou pas, qu'est-ce que c'était les pH et tout ça. Donc c'est très difficile de donner les recommandations, et moi je recommande dans ces cas de considérer les guidelines qu'on donne par de l'OMS pour du fecal sludge. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment un traitement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut déverser dans les gens, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser directement. C'est quelque chose qui demande un traitement. Les traitements le plus simple, c'est ça que je proposais, c'est des lits de séchage. Si on veut améliorer ces lits de séchage, on peut y mettre des plantes, et ça devient un petit, même constructed wetland, mais il faut un traitement, et pour un traitement, il faut tout un système de management, de savoir qui le vit quand et où ça va être transporté. Donc, en conclusion, si c'est vraiment dans des situations très difficiles, avec très peu de ressources humaines et financières, je propose de plutôt investir dans des types sèches, donc les fosses alternes, que dans des VIP classiques. Ok, merci. En tout cas, je trouve que la grande comment dire, leçon de tout ça, c'est que si on a la possibilité d'avoir une fosse non étanche, c'est quand même très intéressant. Alors après, bien sûr, il faut savoir où est l'aquifère et quels sont les risques que ça représente. Mais sinon, ça veut dire que toute cette minéralisation, elle se fait sur place, et on a juste après à venir se servir, prendre les bouts, et on peut les utiliser plus ou moins directement. En tout cas, si on a attendu suffisamment longtemps et si c'était pas trop liquide. Oui, c'est la conclusion, parce que pour tous les facteurs aussi, après on peut aussi discuter des gaz qui s'émettent, les gaz à effet de serre même qui viennent de ces fosses très liquides. Pour tout qui est traitement et gestion des déchets humains, le plus sec ils sont, le moins difficile ça devient, ou le moins problématique. Mais évidemment, si on est dans un contexte de lavage anal, c'est impossible de garder quelque chose très sèche. Donc la solution, c'est l'infiltration. Si maintenant on remarque la nappe, c'est un problème, l'infiltration, elle doit quand même être limitée. L'option, ça revient de nouveau avec des coudes, c'est l'idée, est-ce qu'on construit des douches séparées et on traite cette eau grise, c'est pour ça que j'ai aussi inclus des kits sur l'eau grise séparément.
on peut limiter les problèmes sur le fessé et gérer l'eau grise de douche, des gens qui se douchent, qui est plus facile à traiter séparément. Mais la question, c'est après, bon, est-ce qu'on a les moyens de les construire? Est-ce que les gens, ils ont l'habitude d'utiliser des douches ou de toute façon, ils vont continuer de se toucher dans les latrines? C'est des questions qu'il faut regarder cas par cas. Je voudrais juste aussi dire pour des centres de santé, hein, mais après, on est dans des situations où il faut faire quelque chose, mais pour des centres de santé, le mieux serait quand même d'avoir un traitement parce qu'il y a souvent plus pas que seulement pathogènes, mais aussi des résidus médicamenteux qui se trouvent dans l'eau usée. J'avais laissé une question dans le chat. Est-ce que Dorothée a connaissance d'une étude sur les risques encourus lorsqu'on déploie directement la boue de vidange dans les champs? Parce que ici, au Burkina Faso particulièrement, c'est ce qu'on voit le plus. Dès que les gens vidangent avec les spiros, c'est pour déverser. Les gens même sont pressés pour qu'on vienne déverser dans leur champ. Est-ce qu'il y a des études sur les risques encourus à ce domaine? Il y a énormément d'études, oui. Je n'ai pas un papier là sur la main que je peux vous servir, mais je sais que un collègue de l'université de Makerere, il a fait beaucoup d'études là-dessus. Il a aussi publié un papier où il a comparé les différentes réutilisations de boue. Mais vous pouvez regarder ce livre que je vous ai présenté là, dans les différents volumes. Là, les risques ils sont clairement indiqués et c'est clairement pas considéré comme une solution durable. Après, c'est énormément d'endroits qui se pratiquent encore. Et c'est pour ça qu'il faut traiter ces boues pour donner une alternative à l'agriculture, parce que l'agriculture, normalement, elle en a besoin de ce nutriment organique. Juste pour ton information, oui, je te laisse la parole juste après. Juste pour ton information, Dorothée, mais j'imagine que tu le sais déjà, dans les grandes capitales, il y a toute une organisation de camions qui viennent vidanger les fosses. Donc, c'est très facile. Enfin, je veux dire, à Bamako, tu passes un coup de fil, dans la demi-heure qui suit, un gros camion vient, te vidange ta fosse. Et après, ça, c'est jeté dans la nature, hein. Les gens sortent de la ville. Je sais qu'à Niamey, il y a une station de traitement des boues de vidange, mais c'est la seule que je connaisse. Et sinon, partout ailleurs, c'est directement depuis la fosse liquide dans les champs à l'extérieur. Alors là, on est dans le domaine qui est le... Au Burkina, là, on est dans 5 stations. Hein. Maintenant, la fonctionnalité pose problème. Alors, je peux vous dire que mondialement, il y a 80% de déchets humains qui sont rejetés dans la nature sans traitement. Et pas seulement en Afrique, hein, aussi en Europe. Oui, bien sûr, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même des standards et d'essayer d'aller dans une certaine direction. Donc, oui, je suis au courant, oui. D'accord. Oui, vas-y. Oui, moi, la question ici, le X, c'est vraiment pas les technologies. On peut, avec tous ces documents et aussi les formations qu'on a, trouver beaucoup de guidance par rapport à quoi faire. Moi, c'est les ressources humaines. C'est-à-dire que les gens qui vont le faire à notre place, ou est-ce que les communautés qui vont contacter qui va le faire? Et en même temps, les capacités de ces personnes-là. Parce que généralement, c'est vraiment fait de manière très traditionnelle dans nos communautés, que quand nous-mêmes, on demande à la communauté ou à une institution qu'on va les appuyer financièrement pour des vidanges, la personne qui vient faire ces vidanges n'est même pas protégée, n'est même pas... Et finalement, c'est nous, on est en train de faire, c'est le travail de terre des hommes, on est en train de faire de la promotion de quelque chose qui est catastrophique. Et donc, pour moi, personnellement, au Burkina, je pensais que c'était peut-être de voir comment renforcer ce système-là, essayer de voir réunir ces personnes qui font des trucs un peu manuels et essayer de les semi-mécaniser et peut-être les trouver, parler de renforcer leurs capacités pour des histoires de protection, parce que finalement, c'est eux aussi qui vont soit bazarder les produits, les FSS,
soit essayer de les enterrer, soit voilà, c'est eux aussi qui les utilisent. Moi, c'est vraiment ça mon problème, quoi. Parce que nous, on a fait des vidanges et vraiment pour d'abord trouver quelqu'un. Ça a été catastrophique, on ne pouvait pas. Finalement, la personne qu'on a trouvée, à un moment donné, quand il est venu pour le faire, d'abord, il rentre pieds nus, il n'est pratiquement pas protégé. Ben, bon, on fait comment? C'était la seule personne qu'on avait. C'est vraiment ce que j'avais à dire. Merci, Ourokoui. Je pense qu'effectivement, c'est difficile de te répondre directement. En revanche, on peut peut-être partager d'autres expériences. J'ai eu Aboubacar qui levait la main puis qui la rabaissait. Oui, oui. Moi, je disais, c'est l'expérience que Firmin vient de partager est très intéressante. Et peut-être c'est ce genre d'expérience qu'on doit aussi capitaliser, qui peuvent être répliquées aussi dans d'autres pays, parce que c'est pratiquement le même contexte. C'est aussi, c'est aussi ça le sens du consortium. Et l'autre aspect, c'est que John posait une question. Est-ce que c'est à nous, en fait, de vider ces fosses-là? Moi, je pense que non. Maintenant, c'est quelle approche adopter pour que voilà, ce ne soit pas nous qui le fassions. Je donne un exemple. Au Mali, au début, on a réalisé des infrastructures dans le contexte de l'urgence. Et après, ils nous posaient la question, si ça se remplit, comment on va faire? Donc, ça nous a amené à nous remettre un peu en question, quelque part, avant de réaliser désormais des installations sanitaires. Je pense que c'est le cas certainement pour les autres projets. Et c'est avec il faut que les besoins viennent des communautés elles-mêmes, dans un premier temps. Et l'autre aspect, c'est quel est le rôle de la commune, de la mairie dans tout ça? Généralement, on investit dans le volet eau, dans le volet hygiène, mais l'assainissement reste en quelque sorte le parent pauvre. On ne pense pas à tout ça au moment de la conception. Donc, c'est là aussi où on doit travailler avec les municipalités, comment prendre en charge ces questions-là. Donc, nous, on a essayé de réfléchir un peu à ce mécanisme-là. C'est vrai que l'approche WashFit permet en quelque sorte de répondre à certaines parties, mais ce n'est pas une réponse définitive. Mais ce qui est important, c'est que les gens prennent désormais conscience que c'est à eux de le faire. Maintenant, quelle solution adopter? Ça reste une grande question. Mais ce qui est sûr, c'est aussi s'appuyer sur les ressources locales. Nous, par exemple, pour répondre aussi à John, au début, c'était une vidange manuelle, comme Ourokoui le dit. Mais par contre, il y avait des spiros, des GIE. Pas dans toutes les zones, mais dans les zones périurbaines, il y avait des groupements d'intérêt économique qui faisaient la vidange, même si quelque part, eux, ils se chargeaient du transport, mais l'élimination finale et puis le traitement reste toujours problématique parce que c'est déversé dans les champs. Actuellement, il n'y a pas un centre de santé qui fait la vidange manuelle. Tous les centres, soit font appel au GIE ou savent désormais utiliser les latrines à double fosse. Parce qu'il y a des centres de santé qui ont des latrines à double fosse, mais qui ne savaient pas comment alterner les fosses. Donc ça a été un grand constat qu'on a fait. Donc, on a organisé des sessions de formation parce que c'est aussi ça. Hein. Il faut les former à utiliser ces latrines-là. Donc, les 2 fosses étaient ouvertes dans 3 ou 4 centres de santé. Mais désormais, ils ont formé une force et puis pratiquent maintenant l'alternance de la fosse. Mais dans un centre, c'est vrai qu'il y a une grosse problématique aussi qui se pose. Ça, c'est un centre qui est dans une zone inondée, en fait. Donc, pendant l'hivernage, même s'ils pratiquent l'alternance de fosse, la latrine est submergée, en fait. Voilà. OK, Firmin. Merci à vous. Merci, oui, Firmin, vas-y. Ton micro est fermé, Firmin. Merci beaucoup. Je remercie Valo pour son intervention qui nous interpelle aussi parce que, comme il a dit, le problème, c'est de voir aussi, quand nous ne serons pas là, qu'est-ce que les gens font. Et nous, dans notre stratégie sur les latrines au niveau des écoles, on avait prévu, parce qu'on a pris conscience de la situation, normalement, dans la réglementation au Bénin, c'est les communes qui sont chargées de la réalisation des infrastructures d'assainissement dans les écoles primaires et un peu dans les écoles secondaires pour les grandes villes. Mais le constat est que
les communes budgétisent parfois ou cherchent des partenaires qui les aident à construire de nouvelles latrines. Et dès qu'on a fini, on a inauguré, on se retire, on ne s'intéresse plus à rien. Donc, la question de la gestion, de l'entretien, de la maintenance de ces ouvrages, donc, reste un problème. Et c'est là, j'ai dit, la conséquence, c'est qu'il y a des cimetières de blocs de latrines dans nos écoles de plus en plus. Donc, nous avions prévu, après avoir conduit une petite expérience de ce genre, où nous montrons qu'il y a de la possibilité à redonner une nouvelle vie à ces infrastructures en investissant moins. Nous allons commanditer une étude globale à l'échelle de la commune, des 6 communes, pour faire une présentation au niveau de chaque commune aux décideurs, les conseillers, les élus locaux, les responsables communaux, pour qu'ils prennent conscience de l'état des lieux dans les écoles en matière de maintenance et de gestion de ces ouvrages. Et en même temps, on leur présente cette expérience qui montre qu'avec moins de moyens et en suivant, en s'intéressant, en s'investissant plus dans le suivi et dans la maintenance de ces ouvrages, ils peuvent économiser davantage et réaliser plus. Donc, l'idée, c'est cela, c'est aboutir à trouver ces éléments d'information pour déclencher, le mot, comme on le dit en ATPC, déclencher les communes et les acteurs communaux à s'investir pour savoir que l'entretien, la maintenance, la gestion de ces infrastructures au niveau des écoles, ça incombe à la commune doit s'y intéresser. Elle gagne d'ailleurs à dupliquer des expériences de ce genre en économisant. Et donc, ça va nous permettre de les remobiliser pour que quand on va se retirer, les communes se disent « Ah, nous avons intérêt à suivre, à mettre de l'argent pour réhabiliter plutôt qu'à courir et à aller chercher pour reconstruire ailleurs à chaque fois, etc. » Donc, c'est un peu ça. Il y a l'UNICEF qui est aussi rentré dans la danse et qui a commandé aussi déjà une étude. Nous, on était en cours et on n'avait pas encore lancé. Quand l'UNICEF a commandé une étude et qui a montré la situation et elle est alarmante, hein, carrément, en termes de gestion des infrastructures dans les centres de santé, les écoles, même au niveau des collèges, et qui est en train de rentrer aussi dans la même dynamique que nous, de plutôt réhabiliter plutôt que de construire de nouvelles latrines. Merci, mais Firmin. comme voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, je pense que c'est le message clé, c'est qu'on peut réhabiliter et que c'est très intéressant. Il y a Camboulbé qui voulait dire quelque chose. Oui, merci Jacques. C'était pour vraiment dire que ce que les uns et les autres ont dit, c'est très important. Et je prends vraiment ce que Dorothée a dit. Une bonne gestion dans l'assainissement, ça prend en compte la pré-utilisation des latrines. Donc, moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que non, il faut laisser ça au simple fait des communes. Il faut accompagner les communes à pouvoir gérer après les FSS. Si on peut aider quelqu'un à construire des latrines, aider la personne à utiliser, et on part, on dit, bon, OK, après nous, c'est vous qui devez gérer le reste. Il y a quelque chose qui n'est pas complet. Et sans oublier que les communes, dans la plupart, nous sommes en Afrique, hein, on sait comment est-ce que les choses y vivent. Si toutefois ils n'ont pas un accompagnement, il y a zéro action. Et même s'ils ont de l'argent, ils vont orienter ça vers d'autres priorités que d'orienter ça vers l'assainissement. On sait que l'assainissement est les parents pauvres en matière de financement. Donc, ce qu'on conseille de plus en plus, c'est de vraiment intégrer l'après-gestion des boues dans tous nos projets. Tu as prévu de construire des latrines, il faut prévoir comment est-ce que tu vas gérer ces boues après ton projet. Et ça rentre vraiment dans l'approche systémique à accompagner les communes ou encore les différents responsables qui vont pouvoir s'occuper de ça vraiment après le projet. Merci. Merci à toi, Camboulbé. Si je reprends juste ce que tu as dit, quand tu as dit « tu as prévu », je pense que tu t'adressais au maire. Et donc, c'est à lui aussi, après, de s'occuper de la suite et bien évidemment, à nous de l'accompagner. Tu as tout à fait raison, on ne peut pas laisser tomber les gens. D'autant plus qu'il y a du temps qui se passe. Je pense que les latrines, elles ont un côté un peu piège. C'est que c'est facile de les construire et le remplissage, il intervient quand même relativement longtemps après. Et donc, au finish, c'est un problème auquel on ne pense pas au début. Le temps passe, on a déjà fait notre heure et demie, mais peut-être qu'on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des participants qui voudraient partager quelque chose ou poser des questions? Oui, Mazou, vas-y. Tu peux te présenter parce que tu n'étais pas au début avec nous et prends la parole. Bonjour tout le monde.
Moi, c'est Mazras du Niger. Donc, je suis dans le projet SWSC de HEX ici au Niger. Donc, moi, c'est plutôt pour poser des questions, puisque, en fait, nous, l'expérience école bleue, donc c'est en 2020 qu'on avait réalisé des latrines au niveau des écoles et des centres de santé. Et pour le moment, donc, ce n'est pas encore plein, mais c'est quelque chose qui va venir sans nul doute. Donc, j'ai suivi les interventions des uns et des autres. Vraiment, merci pour le partage des expériences. Et maintenant, la question que j'ai, donc, comme j'ai constaté que, par exemple, la vidange, ça se fait, des fois, c'est tardivement. Donc, quand on dit c'est tardivement, ça veut dire que ce n'est plus liquide. Et donc, si c'est fait atteindre, donc, au moins, c'est à les urines, donc, mélanger avec les fesses. Donc, ici, compte tenu aussi des questions environnementales, puisqu'on a dit qu'il faut traiter pour déverser. Et maintenant, c'est quel moment est optimal? Est-ce que c'est quand on laisse que ça dure là, c'est-à-dire où il y a plus de liquide, ou bien c'est quand c'est liquide que c'est optimal de faire la vidange? C'était ça ma question. Donc, avant de vous laisser me répondre aussi, donc il y avait, moi, donc j'aimerais aussi un peu élargir donc, cette question de vidange au niveau communautaire. Parce que nous, dans le cadre de notre projet, nous avons construit des latrines familiales. Donc, à ce niveau, donc aussi, c'est là où même le remplissage se fait rapidement. Mais là, ce que je propose, par exemple, comme au niveau de chaque village, on avait formé des maçons qui ont construit ces latrines familiales. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas les intégrer aussi, donc au cas où il y aura une formation pour la gestion des latrines qui sont pleines? Donc voilà la contribution et les deux questions. Merci beaucoup. Merci à toi, Marazou. Tu peux dire un mot, Dorothée, sur l'histoire de à quel moment il faut vidanger? Jacques, tu m'as demandé plusieurs fois. Ça dépend évidemment de beaucoup de facteurs. Je pense qu'il est conseillé de vider une fosse une fois qu'elle est trois tiers pleine. Mais après, en même temps, si on a eu des fosses liquides, double fosse, c'est conseillé de vider la fosse une fois qu'elle a été reposée 9 à 12 mois. Mais évidemment, combien de temps elle a été reposée et à quel point elle doit être hygiénisée, ça dépend aussi qu'est-ce que je fais après. Donc, je pense que c'est différents facteurs à considérer. Et en résumé, qu'est-ce que j'entends maintenant? C'est vraiment qu'il y a besoin de faire des directives très claires locales et d'avoir une fiche ou une résumé de ces directives d'une manière très facilement à comprendre. Et les documents, surtout ce dernier de l'OMS que je vous ai mis dans le chat, il vous permet de trouver les informations. Parce qu'avec ça, finalement, vous pouvez avoir un impact au-delà de vos projets. Si dans une commune, vous faites ce travail et de regarder, d'avoir vraiment des directives très, très spécifiques et claires et faciles à suivre, ben ça peut servir comme un premier template aux autorités d'adopter ces directives et aussi de peut-être s'investir dans leur implémentation au-delà des projets. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à ces questions à distance. Je pense que c'est clair. Concernant ta deuxième question, Mazou, je vais moi t'apporter la réponse. Je pense qu'il faut qu'on se sorte
de ces projets qui viennent, qui forment, qui expliquent, Parce que si tu vas au village en disant, oui, oui, on va former des maçons, qui est intéressé? Il y a des gens qui vont dire, oui, moi je suis intéressé. Puis aussi, on va former aussi des vidangeurs, qui est intéressé? OK. Mais cette façon de voir les choses, déjà, on n'est pas du tout dans l'approche systémique. Et puis, on est moteur de tout ça. Et on sait très bien que tout marche pendant que le projet est là. Et puis, dès que le projet s'en va, tout s'arrête. Je pense que ici, on veut travailler sur cette histoire de gestion des bouts de vidange. Voilà, c'est une chaîne de valeur, comme disait tout à l'heure Firmin, et il faut vraiment qu'on soit extérieur au système, qu'on regarde quels sont les besoins, quelles sont les envies des gens. Et puis, c'est dans cette approche-là qu'on va identifier et puis aider certaines personnes à se dire, tiens, ben moi j'ai bien envie d'en faire mon job parce que manifestement, je peux gagner quelque chose avec cette activité. Mais surtout se sortir de la formation où on vient, où on est, comment dire, moteur de toute cette dynamique et puis qui fait un flop dès qu'on est parti. Est-ce que, j'espère que ça répond à ta question, Mazou. Est-ce que on a encore des questions, des remarques? Oui, Mazou, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai dit oui, merci, je suis satisfait de la réponse. Eh bien, tu es très gentil, merci. Juste peut-être, j'ajoute encore, pour pas le faire plus complexe que vous pensez. Si vous pensez que si vous êtes obligé à vider votre fosse d'une fosse étanche avant 9 mois et vous avez l'impression qu'elle est trop liquide ou très liquide, mais il faut considérer un traitement. Et le traitement plus simple, c'est de faire un lit de séchage à l'air ouvert. Si ou l'étape plus haut, c'est de faire un compostage. Mais il est important d'investir dans ce traitement avant l'utilisation si on n'est pas sûr de la sécurité. Ouais. Merci Dorothée. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est important, c'est d'encourager les gens, de leur faire comprendre que la fosse, moins elle est liquide et mieux c'est. Donc, éviter de venir prendre sa douche dans la toilette, ça me semble quelque chose. Puis, voilà, expliquer, donner des informations. Après, les gens, ils le feront ou ils le feront pas, mais pas leur dire on ne doit pas, mais simplement leur faire prendre conscience que si c'est liquide, ben, ça va être compliqué après à gérer. Même chose pour l'utilisation de la cendre. Je trouve qu'on ne met pas assez la cendre en avant et je trouve excellent d'utiliser de la cendre parce que d'abord, ça contribue à la réduction des fesses et les odeurs, surtout les odeurs. Les gens sont bien conscients que quand on met de la cendre, les odeurs diminuent, ça minéralise plus vite. Hein. Et puis quand vous sortez de la toilette avec la cendre sur les doigts, ben, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous laver les mains. Et donc finalement, et ça tombe bien parce que la cendre, vous pouvez l'utiliser aussi pour vous laver les mains. Donc quelque part, il y a une logique dans la promotion de la cendre. Alors, je ne sais pas, Dorothée, toi, ce que tu en penses en tant que spécialiste, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on ne fait pas assez la promotion de l'utilisation de la cendre dans les latrines. Alors, je ne suis pas spécialiste de la cendre, je sais que c'est utilisé, je sais qu'il y a des études et je sais qu'il y a un effet surtout bénéficiaire. Donc, ça me semble intéressant. Je n'ai jamais entendu cette approche qu'on promeut la cendre aussi pour se laver les mains. Je n'ai pas entendu, mais ça me semble très intéressant comme idée. Et puis surtout le pH et aussi l'absorption du liquide. Si on a les cendres, c'est certainement favorable. Je sais pas, John et moi, on a travaillé dans un projet au Népal, on n'avait pas de cendres, donc ça ne sert à rien de le promouvoir, mais je pense effectivement au Burkina, si on a les cendres, mettez-les dans les latrines, mais après, il y a aussi des autres projets qui essaient d'encourager les gens de ne pas brûler du bois et faire de la cendre. Donc, oui, il faut avoir un regard systématique, oui, ou systémique plutôt. Ouais. Dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, en milieu rural, milieu urbain aussi, mais milieu rural, les gens cuisinent avec du bois pour la quasi-totalité, avec tous
comment dire, les problèmes que ça pose d'un point de vue environnemental, mais c'est un fait. Et donc, la cendre, elle est relativement facilement disponible. Et un argument majeur, c'est de dire, si vous mettez de la cendre dans votre latrine, ça atténue, voire ça enlève des mauvaises odeurs. Et ça marche relativement bien. Les gens sont, une fois qu'ils ont compris ça, ils sont très intéressés. Alors, Rigobert, tu posais la question par rapport à la documentation. Moi, je vais récupérer, tu m'enverras s'il te plaît, Dorothée, ta présentation. Comme ça, je vais pouvoir la partager avec tout le monde. Je récupérerai aussi tous les liens que tu as rajoutés dans le chat. Et Alors, le plus important, j'ai déjà remis dans le PowerPoint. Et pour les gens qui ont peu de temps et veulent regarder un document, je mets maintenant encore un lien dans le chat. Donc, pour pas ou overwhelm, pour le faire le plus facile pour vous, regardez ce dernier lien que je vous ai donné et puis vous êtes déjà bien servi avec beaucoup d'informations. Ok, écoutez, moi je me charge de vous envoyer tout ça. Dès que je reçois le PowerPoint de Dorothée, je fais le tour de tous les liens et surtout je mettrai en premier le dernier arrivé. C'est bien connu, les derniers seront les premiers. Et on peut s'arrêter là. Si vous n'avez pas de... Je peux juste rajouter Vas-y, John. une chose. Oui, donc grand merci à tout le monde, tous les participants. C'était très vif comme discussion. Dorothée, c'est la deuxième fois que tu fais ce tour pour nous. D'abord, c'était pour les collègues en Afrique de l'Est et en Asie. Et puis là, on a déjà pris on a un PV de cette discussion qui traitait des questions diverses par rapport à ce que vous avez traité aujourd'hui. Alors, on va mettre le tout ensemble dans les deux langues et partager pour que vous puissiez bénéficier aussi de la discussion d'il y a 2 semaines avec les collègues de l'Asie et Afrique de l'Est. Donc, merci bien et à toi, Jacques. Ben, écoutez, je vais dire merci à tout le monde, mais surtout à Dorothée, bien sûr, parce que tu as été notre personne ressource. Et puis, ça fait du bien de temps en temps d'avoir, comment dire, une voix un peu plus forte que les autres, parce que je ne vous cache pas, même moi, en tant que soi-disant conseiller, il y a tout un tas de cas où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut conseiller. Donc, voilà, avoir des personnes ressources, c'est très intéressant et quelque part, c'est un petit peu rassurant. Je veux aussi dire merci à tous ces gens qui sont venus. C'était vraiment un plaisir de se retrouver. Et puis voilà, on garde le contact, on est ensemble. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye, à Bye bientôt. bye, merci. Merci, Bye tout le bye monde. à John. Salut John. Merci et à bientôt. À bientôt. Oui. Ok. Bye bye. Au revoir. Oui. Salut. Au revoir. Jacques, tu es là pour quelques mois encore. Hein?